Comme Jean-François m'a présenté, je suis directeur des études au collège, donc ça va faire une vingtaine d'années que j'œuvre. J'ai le plaisir d'œuvrer au collège André Grasset, 15 ans d'abord comme enseignant et puis depuis maintenant 5 ans à la direction et 2 ans comme directeur des études. Donc aujourd'hui, comme le titre de l'atelier le mentionne, je vais vous parler de la cotère, un sujet qui soulève parfois des passions, parfois des inquiétudes. Donc, au niveau du plan de la présentation, on va aller en 4 temps. Dans un premier temps, je vais débuter par vous présenter quelques informations générales en lien avec la cotère. Ensuite, on va regarder une courte vidéo qui va expliquer comment la cotère est calculée. Je présenterai ensuite quelques statistiques en lien avec la cotère de nos étudiants. Souvent, on se pose la question, est-ce que je suis désavantagé d'aller au collège André Grasset parce que je suis comparé à des étudiants forts? Donc, on va répondre à cette question-là à l'aide de chiffres précis. Et je vais terminer avec un mot là, sur l'impact de la COVID, de la pandémie, sur la cotère, notamment le fait que les épreuves ministérielles de fin d'année aient été suspendues lors des 2 dernières années scolaires au secondaire. Donc, sans plus tarder, 4 questions. Donc, qu'est-ce que la cotère? Qui utilise la cotère? Qui calcule la cotère? Et comment est-ce que la cotère est calculée? Donc, c'est quoi la cotère? La cotère, ça signifie cote de rendement au collégial. Donc, comme son nom l'indique, c'est une mesure du rendement au collégial d'un étudiant. Elle se veut équitable pour tous les étudiants, sans égard au programme, à l'établissement d'enseignement ou aux caractéristiques du groupe d'appartenance de l'étudiant. Ça peut sembler un peu théorique. Concrètement, ça signifie que la cotère d'un étudiant ne devrait pas dépendre de l'endroit où il étudie, de son enseignant ou des caractéristiques de son groupe. Souvent, on entend des préoccupations, comme je le mentionnais au départ, à propos là, de personnes qui s'inquiètent. Ben, si je suis un étudiant fort ou s'il y a un étudiant fort qui œuvre dans un collège où il est comparé avec des étudiants un petit peu plus faibles, est-ce qu'il va être avantagé? Est-ce qu'il va avoir une cotère plus haute que la mienne si moi je suis comparé à des étudiants forts? Donc, plusieurs pensent, par exemple, qu'un étudiant qui aurait 90 dans un groupe où la moyenne serait 64, cet étudiant-là aurait forcément une cotère qui est supérieure à un autre étudiant qui aurait 82 dans un groupe où la moyenne est 74. D'abord, sa note en absolu est plus élevée, puis ensuite, son écart à la moyenne est plus grand. Mais il n'en est rien. Comme on va le voir dans la vidéo, dans la présentation, la cotère contient des paramètres qui tiennent compte de la force du groupe. Donc, si la personne qui a 82 dans un groupe dont la moyenne est 74 fait partie d'un groupe dont les étudiants sont plus forts que la moyenne québécoise, il se peut que sa cotère soit plus élevée qu'un étudiant qui aurait 90 dans un groupe où la moyenne est 64 si le groupe en question regroupe des étudiants qui sont plus faibles que la moyenne québécoise. Donc, comme on le disait, la cotère, c'est une formule mathématique qui contient différents paramètres pour tenir compte des différentes caractéristiques et pallier aux effets, justement, comme ça, de la force d'un groupe. Donc, dans les faits, au niveau de la cotère, il n'y a pas d'avantage à se retrouver dans un groupe fort ou dans un groupe faible, avec un enseignant qui corrige sévèrement ou qui corrige moins sévèrement dans un collège ou dans un autre. Donc, j'espère que la présentation d'aujourd'hui vous fera comprendre pourquoi il en est ainsi et surtout vous convaincre de l'efficacité de la cotère, qui n'est pas un outil parfait, on en convient, mais qui est jusqu'à maintenant assurément le meilleur outil pour, si on veut, classer, c'est vraiment ça, classer les étudiants les uns par rapport aux autres à l'échelle québécoise. Donc, qui utilise la cotère? La cotère est utilisée par les universités pour classer et sélectionner les étudiants dans les programmes contingentés. Donc, souvent, ça va servir à effectuer une présélection et ça va être utilisé par les universités de façon complémentaire
avec d'autres mesures comme des entrevues ou des tests d'aptitude en médecine, par exemple. Donc, si on résume, là, les facultés contingentées où le nombre de places est limité doivent sélectionner les étudiants à l'entrée. Ils tentent de sélectionner les meilleurs étudiants, ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats au collégial. Et la cotère est un outil qui permet de comparer les étudiants qui ont étudié dans différents cégeps, différents collèges. Donc, qui calcule la cotère? Donc, la cotère est calculée par le Bureau de coopération interuniversitaire qu'on appelle affectueusement le BCI. Les calculs sont effectués par le BCI pour l'ensemble des étudiants de la province et nous sont retournés ensuite. Ils sont retournés dans les cégeps et les collèges. Le collège, on reçoit les cotères qui sont calculés par le BCI et ensuite, notre rôle, c'est de les transmettre aux étudiants, simplement. C'est important parce que beaucoup de gens pensent qu'on calcule nous-mêmes la cotère, mais il n'y en est rien, tout est fait par le BCI. Et vous allez voir un petit peu pourquoi. C'est que pour calculer la cotère, ils ont besoin de comparer la force des étudiants dans chacun des groupes par rapport à l'ensemble des étudiants québécois. Et la comparaison se fait sur la base des résultats obtenus en secondaire 4 et 5 aux épreuves ministérielles. Toutes des informations que les collèges ne possèdent pas. Donc, ce serait impossible pour nous de calculer la cotère. Donc, maintenant, la question qui vous turlupine sans doute, comment la cotère est-elle calculée? Donc, comme je l'avais annoncé tantôt, une courte vidéo d'une durée d'environ 8 minutes qui vous présente la formule de la cotère et qui vous explique l'effet des différents paramètres à l'intérieur de la formule. Après la vidéo, je vais en faire un petit résumé puis expliquer un petit peu plus en détail là, la fonction des différents paramètres. Donc, sans plus tarder, on écoute ensemble la vidéo. Beaucoup de rumeurs puis de fausses croyances circulent au sujet du calcul de la cotère. Pour vous aider à départager les mythes de la réalité, on va prendre le temps de s'attarder au calcul pour vraiment le comprendre. Depuis sa création, le calcul de la cotère a été peaufiné au fil du temps pour en arriver en 2017 à ce qu'on pourrait appeler sa version 2.0. Pourquoi? Parce qu'elle est plus fiable, plus juste et surtout plus équitable. On va observer chacun des paramètres et on va les décortiquer ensemble. Tout d'abord, on additionne 5. Pourquoi? Il faut comprendre que les paramètres précédents dans la formule peuvent être négatifs. Donc, c'est un ajout qui va nous permettre de nous assurer que la plus petite cotère soit de 0. C'est pas mal moins déprimant. Maintenant, on multiplie par 5. Si on n'effectuait pas cette opération-là, les cotères se situeraient dans un intervalle de 0 et 10. En multipliant par 5, l'intervalle est maintenant entre 0 et 50. Ça permet, au moment où les universités vont devoir discriminer, de le faire sur la 3e décimale, par exemple, plutôt que de devoir se rendre à la 4e, 5e ou même 6e décimale. C'est maintenant qu'on s'attaque au cœur de la formule. La cote Z au collégial qui est calculée pour tous les cours qu'un étudiant va suivre au cégep. C'est une mesure qui positionne l'étudiant par rapport à son groupe. Pour comprendre la cote Z, on va l'illustrer à l'aide d'un exemple, celui de Zénon et de Zoé. On va supposer que tous les deux veulent faire une demande dans le programme le plus contingenté de l'univers, un programme où on accepte uniquement un candidat. En tant que comité de sélection, on doit choisir le meilleur. On va regarder les informations au compte-gouttes pour nous permettre de prendre la décision la plus éclairée qui soit. On va s'intéresser aux résultats dans un seul cours. Zénon a obtenu 90% alors que Zoé a un résultat de 80%. Ici, la logique voudrait qu'on donne la priorité à Zénon. Mais est-ce qu'on serait certain de choisir le meilleur candidat? Pas vraiment. Donc, on va faire comme tout étudiant qui veut se comparer aux autres, on va regarder la moyenne du groupe. Qui on prend maintenant? Cette fois-ci, on aurait tendance à dire Zoé parce que son écart à la moyenne est supérieur. Par contre, encore une fois, on se rend compte qu'il nous manque des informations pour être en mesure de bien juger. On vous dévoile des données sur la composition du groupe pour aider un petit peu plus à la réflexion.
On va supposer que nos deux étudiants appartenaient à des classes différentes, composées chacune de 20 élèves. Voici comment les résultats sont dispersés dans la classe de Zénon et dans celle de Zoé. Là, notre raisonnement nous fait pencher en faveur de Zénon, parce que même si son écart à la moyenne est moins grand que celui de Zoé, quand on regarde la répartition des notes, on a vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus exceptionnel. C'était le seul à avoir 90%. Dans le cas de Zoé, son écart à la moyenne a l'air beaucoup plus ordinaire, plus banal quand on regarde son groupe. Donc, l'information sur la constitution du groupe permet de dire si l'écart à la moyenne est vraiment exceptionnel ou non. C'est une information qui parle de la manière dont les résultats sont dispersés. Il existe une mesure statistique qui peut quantifier ça et c'est l'écart type. On calcule l'écart type dans chacun des groupes. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça par la suite? Eh bien, on l'utilise comme diviseur de l'écart à la moyenne. Ça, c'est la cote Z. Ça mesure le caractère exceptionnel de l'écart à la moyenne. C'est une bonne mesure si on veut comparer des étudiants qui appartiennent à des groupes semblables. Mais à partir du moment où les groupes ont des caractéristiques différentes, la cote Z permet une comparaison qui est vraiment moins fiable. On a besoin, nous, de savoir si Zoé et Zénon étaient comparés à des étudiants forts ou bien à des étudiants faibles. Pour avoir ce type d'information-là, on doit explorer l'indicateur de force du groupe. On va imaginer qu'on est au collégial dans une classe de calcul différentiel. C'est le premier jour de la session. Comment on fait pour savoir si les élèves devant nous sont forts ou faibles? Pour le savoir, on va aller regarder comment ils ont performé au secondaire et on va choisir d'aller voir ce qui s'est passé, mais pas dans l'ensemble des matières. On se concentre sur les 5 disciplines ministérielles de 4e et de 5e secondaire. Ici, on voit que Romy est une étudiante qui est vraiment performante. Mais pour savoir si elle s'est démarquée, on va comparer ses notes à la moyenne provinciale. C'est pertinent d'utiliser la moyenne provinciale parce que c'est des cours pour lesquels il y a eu une épreuve ministérielle. Donc, on a accès aux résultats de tous les élèves du secondaire qui ont fait le même cours que Romy au même moment. Ça, c'est la moyenne provinciale. On calcule l'écart entre la note de Romy et la moyenne. On a vu tout à l'heure que l'écart à la moyenne, ce n'est pas suffisant pour avoir une bonne comparaison. C'est vraiment important de relativiser en divisant par l'écart type. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a calculé l'écart type pour chacune de ces matières-là à l'échelle de la province. Ça veut dire que Romy n'est pas comparée aux étudiants de sa classe. Elle est vraiment comparée à l'ensemble de tous les élèves du Québec. Et là, c'est important d'insister sur cet aspect-là. Souvent, les étudiants vont dire et répéter un des mythes les plus persistants et ancrés en lien avec la cotère, en disant « Oui, mais moi, j'ai été pénalisée parce qu'au secondaire, mon enseignant était exigeant, parce que les élèves dans mon groupe étaient forts. C'est certain que ça va m'empêcher par la suite de me distinguer en ce qui a trait à la cotère. » Eh bien là, toutes les informations qu'on vient de voir nous permettent de comprendre que c'est vraiment une croyance erronée. On peut maintenant poursuivre en calculant la cote Z pour chacune des matières. Ça nous donne 5 cotes Z. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, on va calculer une moyenne pondérée. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement que, par exemple, le cours de sciences physiques a plus de poids que d'autres cours. Ça peut dépendre du nombre de périodes accordées à chaque semaine à la matière. Là, on fait la moyenne pondérée, ce qui nous donne 1,56. On va prendre un pas de recul parce que ce n'est pas tant Romy à l'heure actuelle qui nous intéresse. Ce qu'on veut connaître, c'est la force du groupe. On prend les 20 étudiants qui sont dans la classe de calcul différentiel et on fait exactement le même travail qu'on vient de faire pour Romy pour les 19 autres élèves de sa classe. On se rend compte que tout le monde a des cotes Z moyennes qui sont positives dans le groupe qu'on regarde. Ça veut dire que c'est des étudiants qui étaient forts au secondaire. Et qu'est-ce qu'on fait avec toutes les valeurs? On veut résumer ça. On veut calculer la force du groupe. Ça va nous permettre de faire une moyenne de 1,78. Qui est notre force du groupe? On vient comparer chacun des étudiants au secondaire à l'ensemble de la province et on fait une moyenne de tout ça. Il reste une chose, un paramètre qui vient multiplier la cote Z, c'est l'indicateur de la dispersion de groupe.
Ça, c'est le tableau qui mesurait les performances des élèves du groupe en 4e et 5e secondaire en les comparant à la moyenne provinciale. On calcule l'écart type de ça, ce qui nous donne 0,22. C'est un écart type qui est très, très petit. Et qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous démontre que ce groupe-là, au niveau de sa force au secondaire, il était homogène. C'est des résultats peu dispersés, donc des étudiants de force semblable. C'est un paramètre qui vise à amoindrir les biais qui sont observés dans des groupes homogènes forts ou encore dans des groupes faibles hétérogènes. Tout ça nous a permis de faire le tour de chacun des paramètres du calcul de la cotère. Mais s'il y a une chose qui est importante de retenir, c'est que vous, votre rôle, c'est de trouver un programme qui vous intéresse, qui vous stimule, qui vous passionne, de choisir le cégep dans lequel vous vous sentez bien. Parce que le seul facteur qui a vraiment un impact dans la cotère, c'est vous, c'est l'intérêt que vous allez porter à vos études et le temps que vous allez y investir. En résumé, la cotère dépend de 3 paramètres, comme on l'a vu dans la vidéo. Elle dépend de la cote Z au collégial, qui permet de comparer l'étudiant par rapport à son groupe au collégial, l'écart à la moyenne avec ses résultats au collégial. Premier élément. Mais les 2 autres éléments sont l'indicateur de la force du groupe au collégial et l'écart type des codes Z des étudiants de son groupe. Donc, la moyenne des codes Z au secondaire, c'est ce qui détermine l'indicateur de force du groupe au collégial. Et l'écart type des codes Z au secondaire détermine l'écart type de son groupe. Et ces 2 paramètres-là, c'est ce qui vient pallier les effets négatifs que pourrait avoir le fait d'être comparé par rapport à des étudiants forts ou des étudiants faibles. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo, le premier paramètre, c'est la cote Z au collégial. Ça sert à positionner l'étudiant dans le groupe d'appartenance. La cote Z, c'est calculé à partir des résultats au collégial, dépend de la note de l'étudiant, de la moyenne du groupe et de l'écart type du groupe dans le cours qui est suivi au collégial. Donc, on prend la note de l'étudiant moins la moyenne du groupe. Ça nous donne l'écart à la moyenne et on divise par l'écart type. Ça, c'est la cote Z au collégial. Le deuxième paramètre, c'est l'indicateur de force de groupe. Donc, c'est un paramètre qui mesure, comme on dit, la force d'un groupe au collégial à partir des performances des élèves du groupe au secondaire. Donc, ça sert à positionner le groupe à l'échelle provinciale. Donc, puis pour chaque étudiant du groupe, le BCI calcule la cote Z au secondaire en prenant, encore une fois, le résultat de l'étudiant aux épreuves ministérielles, moins la moyenne provinciale à l'épreuve ministérielle, divisé par l'écart type des résultats au provincial, et ça donne la cote Z au secondaire de l'étudiant. On fait la moyenne des cotes Z, et ça nous donne l'indice de force du groupe auquel l'étudiant appartient. C'est notre deuxième paramètre. Et le troisième paramètre, c'est l'écart type des cotes Z au collégial. Donc, comme on a mentionné dans la vidéo, on a l'ensemble des cotes Z et on calcule l'écart type et ça vient corriger le biais qui est observé dans les groupes forts homogènes ou dans les groupes faibles hétérogènes. J'ai dit écart type des cotes Z au collégial, mais c'est écart type des cotes Z au secondaire. Maintenant, au niveau des statistiques gracéennes, donc, ici, je vous présente quelques résultats de nos étudiants. En fait, on a choisi le programme Sciences de la nature, mais on pourrait faire l'équivalent pour les programmes Sciences humaines ou en lettres et com. Donc, comme on peut le voir ici, nos étudiants ont quand même des cotères élevés.
Pour vous, ça vous dit peut-être rien, là, les quotaires. Le tableau qui est ici là, indique la répartition des quotaires pour nos 126 finissants de sciences de la nature à la session hiver 20. Donc, on avait 10 étudiants qui ont terminé avec une quotaire entre 25 et 28, 24 avec une quotaire entre 28 et 31, 42 avec une quotaire entre 31 et 34, 39 entre 34 et 37 et 11 étudiants avec une quotaire supérieure à 37. Pour vous donner une idée, quand on parle d'une quotaire supérieure à 31, on est généralement avec des résultats très supérieurs à la moyenne. Donc, nos étudiants ont des quotaires en général très élevés. Donc, ce n'est pas une preuve absolue, mais c'est un très, très bon indicateur en voyant la valeur des quotaires de nos étudiants au collège. Puis, pour nous en convaincre, on a choisi de vous présenter les seuils minimales pour l'admission à l'université des facultés parmi les plus contingentées. Donc, ici, on a choisi, par exemple, les facultés de médecine, pharmacie, physiothérapie, droit, médecine vétérinaire et médecine dentaire. Et les seuils que vous voyez pour les quotaires, ce sont les seuils à l'automne 2020 pour l'Université de Montréal. Ces seuils-là varient selon les universités, mais l'Université de Montréal, c'est une des universités qui a les seuils les plus élevés. Médecine, par exemple, pour l'Université Laval, la cote seuil pour entrer était de 33 plutôt que 35,35. Donc, si on regarde, tantôt on a montré la répartition des quotaires pour nos finissants en sciences de la nature. Si on regarde, pour entrer en médecine à l'Université de Montréal, combien de nos étudiants finissants avaient une quotaire qui leur aurait permis de rentrer en médecine à l'Université de Montréal s'ils avaient voulu? Bien, c'était un étudiant sur 4. Donc, il y a un étudiant sur 4 de nos finissants qui a la quotaire, qui aurait eu la quotaire pour rentrer. En pharmacie, c'est 1 sur 3. En physiothérapie, 1 sur 3. En médecine dentaire et médecine vétérinaire, 2 sur 5. Et en droit, qui est quand même une faculté contingentée, c'est 2 tiers de nos étudiants qui avaient la quotaire nécessaire pour rentrer. C'est certain que souvent, les étudiants qui sont en sciences de la nature vont moins se diriger vers le droit. Souvent, c'est plus les étudiants en sciences humaines, mais n'empêche qu'on a parfois des étudiants qui souhaitent changer un petit peu d'orientation et vont poursuivre à l'université dans le droit. Donc, c'est simplement pour vous donner une idée, quand on se pose la question, est-ce que d'étudier au Collège André Grasset, est-ce que je risque d'être comparé à des étudiants plus forts et ça pourrait nuire à ma quotaire et m'empêcher peut-être ou nuire à mon admission dans des facultés très contingentées? Je pense que les résultats ici démontrent que ce n'est pas le cas. Donc, de venir au Collège André Grasset, assurément, ça ne va pas nuire à la quotaire. On le voit ici avec la distribution des quotaires. Puis, on se rassure aussi quand on compare avec les seuils pour les facultés les plus contingentées dans une des universités les plus exigeantes. Donc, on voit qu'il y a quand même une proportion très, très importante de nos étudiants qui pourraient d'emblée entrer dans ces facultés. La COVID, maintenant. Donc, peut-être vous posez la question de dire, bien, ce qui a été présenté jusqu'à maintenant, c'était, somme toute, là, le calcul traditionnel. Donc, qu'est-ce qu'il y en est avec la COVID, le fait que les épreuves ministérielles aient été annulées? C'est quoi l'impact de la quotaire sur les futurs étudiants? Donc, le fait que les épreuves ministérielles aient été annulées, ça n'a pas d'impact sur la cote Z, comme on disait, parce que la cote Z, c'est vraiment par rapport aux résultats du collégial. Là où ça a un impact, c'est sur la façon de calculer l'indicateur de la force du groupe, parce que l'indicateur de la force du groupe se calcule à partir des résultats au secondaire aux épreuves ministérielles. Les cas types des cotes Z aussi. Donc, comment le BCI fait pour calculer l'indicateur de force du groupe si les épreuves ministérielles ont été annulées? Donc, pour calculer l'indicateur de force du groupe,
et les cas types des codes Z au secondaire. En fait, le BCI ne peut pas utiliser les résultats de l'épreuve ministérielle parce qu'il n'y en a pas eu. Donc, il va utiliser les résultats de l'école, les notes locales données par l'école. Par contre, on sait qu'il peut y avoir des écoles qui donnent des notes plus élevées, d'autres plus faibles. Ça ne veut pas dire qu'un 70 dans une école est nécessairement moins bon qu'un 78 dans une autre école. Il se peut que les exigences ne soient pas les mêmes. Il se peut qu'on ait des critères plus élevés dans une école que dans d'autres. Donc, comment on fait pour comparer? Bien, on fait la même chose que pour la cotère, même pour la cote Z au secondaire. C'est-à-dire qu'on prend la note locale et on l'ajuste avec un indice de force de l'école et un écart des cotes Z de l'école. Donc, l'école, ça fait plusieurs années que les étudiants font des épreuves ministérielles. Donc, on est capable, en regardant les résultats aux épreuves ministérielles des étudiants de cette école-là à travers les années, d'établir un indice de force de l'école. Et on vient pondérer la cote Z de l'étudiant au secondaire avec l'indice de force de l'école. Et ça donne la nouvelle cote Z qui permet de calculer l'indicateur de force du groupe. Donc, c'est comme ça que les résultats sont calculés, puis les nouvelles cotères sont calculées. Les matières utilisées demeurent inchangées. Ce sont les mêmes que celles lorsqu'il y a les épreuves ministérielles qui se tiennent. Alors voilà, ça termine déjà l'atelier sur la cotère.